Le Limousin, c'est un grand plateau qui est tourné vers l'ouest, connu pour sa richesse en réserve d'eau. L'essentiel du Limousin, c'est quand même un territoire de nature. On est dans une sorte d'océan de verdure. C'est vraiment un endroit magique. Christian Rémy est historien. Il parcourt régulièrement la région pour étudier les châteaux du Limousin. Aujourd'hui, son vol commence au-dessus du lac de Vassivière, dans la Creuse. Il va ensuite se diriger vers les forteresses de la route Richard-Cœur de Lion, en Haute-Vienne, avant de finir son vol sur les bords de la Dordogne, en Corrèze. Ce que j'adore toujours, c'est quand on passe au-dessus des étendues d'eau, c'est de voir les nuages en réflexion. Ouais, c'est sympa, ouais. Un côté miroir qui est très sympa. Là, on commence à être sur le plateau de Millevaches. Donc Millevaches, qui, contrairement à ce qu'on peut penser, n'a rien à voir avec les vaches, mais c'est le plateau des 1000 cours d'eau, des 1000 rivières. Christian Rémy a publié plusieurs ouvrages sur les châteaux les plus caractéristiques du Limousin. Son avion s'approche d'abord d'un édifice rendu célèbre par un grand personnage de l'histoire. Chalus, c'est vraiment facile à identifier avec le château Chabrol qui se trouve sur le sommet de la colline avec la tour ronde qui lui sert de donjon. Et c'est cette forteresse que Richard Cœur de Lion est venu assiéger pour mater le vicomte qui refusait de lui obéir. Et c'est comme ça qu'il s'est pris un carreau d'arbalète, c'est-à-dire une flèche tirée par un arbalétrier, dans l'épaule. Et il est mort quelques jours plus tard de la gangrène, le 6 avril 1199. En mémoire de cet épisode de l'histoire, le parcours qui relie les plus beaux châteaux de la région a été baptisé route Richard Cœur de Lion. Il y a un lien historique entre le Limousin et Richard Cœur de Lion, puisqu'il était roi d'Angleterre, certes, mais il était aussi duc d'Aquitaine, et le Limousin faisait partie du duché d'Aquitaine. D'où le choix de ce nom pour la route historique Richard Cœur de Lion. Christian Rémy suit cette route pour observer les autres forteresses qui racontent les grandes heures du Limousin. On commence à voir émerger là, dans les bois, au fond d'un vallon, la silhouette du château de Montbrun, tout à fait ravissant. Il est vraiment dans un écrin de verdure. Alors c'est une forteresse de la fin du Moyen-Âge. On voit que c'est un tout petit château quadrangulaire avec des tourelles aux angles, avec des petites tourelles qui sont surhaussées pour les cages d'escalier. On a des mâchicoulis, des créneaux partout. L'ensemble était un château qui au départ était construit sur motte. On voit très bien la motte castrale dans le prolongement du château actuel. Donc la première tour était sur la motte et tardivement on abandonne la motte et on construit l'architecture actuelle. Les étangs sont des aménagements qui ont été créés à l'époque de l'installation du premier château à Motte, puisque ces étangs permettent de noyer les fossés, d'assurer à la fois des réserves de nourriture, puisque ça servait de vivier, et ça servait de défense. C'est une super défense contre les attaques éventuelles. Je me régale de voir tous ces paysages de haut là. On voit toutes ces fermes. C'est des endroits que j'écume régulièrement en voiture. Hein. J'y passe tout le temps là. Et là, c'est vraiment génial de voir ça de haut. Alors, entre la forêt et les pâturages, on prend un bain de chlorophylle là. À la limite du Limousin, sur un relief du plateau, le château de Rochechouart défend une position stratégique sur la route Richard Cœur de Lion. On voit très bien ce château, hein. C'est très net là. Il est posé sur une roche qui lui a donné son nom, la roche de Chouart.
Alors la particularité de ce paysage quand même, c'est qu'il y a plus de 200 millions d'années, il y a une météorite qui a créé une sorte de cratère de 23 km de diamètre et qui a donné naissance à une roche qui a une coloration particulière, qui a un grain particulier. Et donc le château, tout le bâti traditionnel a été construit en grande partie avec cette roche métamorphique qui s'appelle la brèche. Il faut se régaler du paysage parce qu'on voit très nettement dans la cour intérieure les galeries sur arcades. Ce sont des arcades qui annoncent vraiment la Renaissance et c'est vraiment un endroit qui est plein de richesses à ce titre. À l'est de la route Richard Cœur de Lion, l'historien se passionne aussi pour les édifices défensifs de la Corrèze. Au sud du département, la rivière Dordogne forme un lac artificiel sur lequel veille le château de Val. Très joli petit château. Avant la formation du lac, c'était un château qui était sur un piton rocheux. Et avec la mise en eau de l'étendue, il s'est retrouvé sur une sorte de petite presqu'île. On le voit très nettement ici. Et on appelle ça des châteaux en paquets de chandelles. Parce qu'on a l'impression d'avoir des bougies les unes à côté des autres. C'est tout à fait somptueux. En aval du barrage, la rivière trace son lit à travers des gorges boisées. Là, on sent bien la topographie qui est découpée par la Dordogne. Là, c'est superbe, hein. On voit vraiment la puissance de cette rivière qui a creusé le relief, avec la végétation qui s'accroche. On a le miroir d'eau. Cette rivière, évidemment, on l'associe au Périgord, mais sauf qu'il y a toute une partie du cours de la Dordogne, à la fois dans le Limousin et qui sert de limite entre le Limousin et l'Auvergne. Et on va rentrer dans la vallée de la Maronne. L'avion de Christian Rémy approche maintenant de l'un des sites les plus surprenants de la région, les Tours de Merle. Là, on sent ces tours qui se déploient sur le piton rocheux. C'est pas un château qui appartient à une famille avec des domestiques. On a vraiment un véritable village de chevaliers. C'est une agglomération de chevaliers qui s'est développée ici. On n'a même pas d'enceinte pour faire le tour tellement c'est escarpé. Chaque tour se défend elle-même en fait. Et c'est vraiment un endroit extrêmement magique. C'est vraiment super, hein. Je suis très content de les avoir vus là. C'est extraordinaire. J'adore cet endroit. Christian Rémy termine son vol en longeant une falaise au profil singulier. Cette masse qui barre le paysage correspond aux fameuses orgues basaltiques de Bord-les-Orgues. C'est une formation géologique en colonne qui est liée aux anciennes formations volcaniques. Là, on a une vue absolument imprenable parce que c'est un balcon sur l'Auvergne. Là, en avion, c'est vraiment parfait. C'est nous qui regardons le belvédère au lieu d'être dessus. En sortant des gorges, la Dordogne arrose la région la plus méridionale du Limousin. C'est vers cette vallée que se dirige Stéphane Manșulescu. Il est architecte des monuments historiques et depuis plus de 20 ans, il emprunte cette route pour se rendre sur les plus beaux édifices de ce territoire. J'ai vraiment une grande familiarité avec le département, avec sa géographie, avec les gens et avec les édifices, bien sûr. J'ai vécu presque 2 vies, une vie en Roumanie, donc je suis devenu architecte en Roumanie. Et quand je suis arrivé ici, j'ai découvert
un monde du patrimoine qui est réellement exceptionnel par son organisation, par sa qualité, par les moyens qu'on met en œuvre. Donc pour moi, c'était vraiment une chance énorme de pouvoir faire ce métier de rêve dans des conditions de rêve. Stéphane Manchulescu arrive à Beaulieu-sur-Dordogne. Un village médiéval qui doit sa notoriété à l'un des joyaux de la vallée, son église abbatiale. Les travaux actuels sont en train de transformer l'allure de l'église. Pour des raisons historiques, l'architecte a choisi de remplacer l'ancienne toiture en lauze par une couverture de tuiles. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez bien que le toit, il comporte une géométrie assez particulière. Vous voyez, des vraies vallées, des sillons, et même ce versant du déambulatoire, il a une petite cassure. Donc j'ai un toit qui est arrondi, mais la tuile, elle permet d'épouser ça assez simplement. Alors c'est une fabrication spéciale, comme vous l'avez vu, avec des petits modules et des grands, et ça permet, comme des écailles, de couvrir des formes très différentes. Ça ressemble presque à un animal préhistorique. On a une armure comme ça qui est faite de petits éléments qui se posent partout. Donc on a 7, 8 modèles de tuiles qui sont des modules différents, en taille différente, qu'on a étudiés de manière à pouvoir couvrir tout. Ces tuiles particulières imposent aussi une technique spéciale. Hop, merci. A, B, C. Chacune est retenue sur le toit par ce petit fil de cuivre. Il faut faire attention à l'avant-dernière là pour qu'elle soit calibrée par rapport à l'autre. En fait, là, c'était pour la surcouverture, vu qu'on les a resserrées les unes par rapport aux autres. Annie Duplouy est couvreuse depuis 35 ans. Mais pour ce chantier, elle a dû retrouver un savoir-faire rarement pratiqué. C'est intéressant de travailler avec cet architecte, M. Manchulescu, puisqu'il remet en exergue des méthodes anciennes qu'on a un peu laissées de côté, mais qui sont forcément au cœur de nos métiers. C'est sûr que c'est précieux, puisque c'est rare. On peut difficilement appliquer cette technique sur des toits privés ou même publics quand il n'y a pas la volonté de l'architecte en chef. Au-dessus des toits, une galerie de personnages veille sur l'église. Ces modillons sculptés semblent avoir traversé les siècles. Pourtant, ils viennent de renaître sous les mains des restaurateurs. Aujourd'hui, c'est au tour de cette sculpture effacée par le temps de retrouver un visage. Alors c'est une réplique ou un estampage, un moulage de ce modillon. J'ai fait la réplique pour pouvoir refaire une proposition sur les parties manquantes. Ici, là, vous voyez, il y a un reste d'œil, peut-être de bouche ou de nez. Et donc de là, après, moi, je vais, pour pas le faire directement sur le vestige, je vais pouvoir le refaire sur une partie en plâtre. Pour recréer le personnage, Nicolas s'inspire des sculptures qui ont résisté au temps. Sa version sera ensuite validée par l'architecte avant d'être sculptée définitivement sur la pierre d'origine. Moi, je suis un petit peu les mains de l'architecte, finalement. Je façonne, je modèle par rapport à ce qu'il désire. C'est un travail qu'on fait ensemble. 2 heures plus tard, le modillon est presque terminé. Et je me demandais si cette trace-là, elle est peut-être un peu fortement entaillée. Peut-être que c'est la pierre qui s'est un peu délitée. Parce que sur le profil, je pense que là, on pourrait rajouter un peu de matière. C'est juste ça. C'est comme si on le regardait de profil, plutôt comme ça. Que l'entaille du nez ne soit pas aussi forte. D'accord. Oui, mais c'est vrai que non, mais en fait, c'est pas tant le trait qui est remis en cause, c'est la matière qui est la matière, là, ouais. Et donc, Ouais. j'ai compris. Les plus belles sculptures se trouvent à l'entrée de l'église. Elles ont été réalisées au XIIe siècle. C'est un joyau pour le Limousin et c'est un des plus beaux
portails sculptés qu'on a en France. Et effectivement, c'est une merveille. Personnellement, je suis toujours très attiré par le bestiaire, par ces bêtes imaginaires et qui étaient destinées à faire peur. Et puis, une grande finesse dans les petits personnages qui sont des vrais portraits très poussés dans le détail avec leurs vêtements et puis même dans le gestuel. Stéphane Manchulescu restaure cette église depuis 20 ans. À l'intérieur, ces travaux ont permis de retrouver toute la luminosité de l'édifice. On voit ce chœur qui est pratiquement intact, qui est très roman dans ses proportions et dans son rendu. Et on a pu retrouver la lumière d'origine de l'édifice parce qu'en baissant la pente des toits, on a pu récupérer la lumière qui vient par ces petites ouvertures au niveau de la coupole. Donc il y a 3 fenêtres de plus désormais. Et puis au niveau des fenêtres qui donnent dans le chœur, on a l'ouverture complète des CB romanes, et même avec cette petite lumière qu'on a rajoutée dans la galerie, puisqu'on a 3 sorties sur le toit, et aujourd'hui on a 3 lumières supplémentaires qui viennent, donc on est vraiment avec l'éclairage de l'époque. Autour de l'abbatiale, on est dans le bourg médiéval et on est dans cet esprit de belles maisons le long de la rivière et dans un village avec un endroit assez magique pour habiter. Stéphane Manchulescu quitte Beaulieu et la vallée de la Dordogne, car un nouveau chantier l'attend dans l'ouest du département. Son trajet passe par le Causse de Corrèze, en direction de Ségur-le-Château. Dans ce village, la forteresse qui surplombe les habitations menace de s'effondrer. Sous l'Ancien Régime, cette puissante seigneurie rayonnait sur la région, car elle abritait une cour de justice. C'est une cité où il y a des hauts dignitaires et on vit très bien. On est pratiquement à la Renaissance à la française. Les maisons sont un peu austères, mais elles sont très confortables et il y a déjà un art de vivre très important. C'est des logis somptueux avec 3-4 niveaux qui sont des hôtels particuliers, mais qui sont quand même ouverts sur l'extérieur. Puis il y a plein d'éléments d'architecture très authentiques, ces ouvertures avec les croisées en pierre. On est dans quelque chose qui a très bien été conservé. Là, on prend la rampe qui donne accès au logis. On traverse sous le logis ancien avec ses fenêtres romanes. Et là, on est au droit du pont-levis. L'architecte a débuté ce vaste chantier il y a quelques mois seulement. Première urgence, sécuriser et stabiliser la forteresse. Et pour ça, il faut s'attaquer à l'un des pires ennemis des restaurateurs. Le lierre, il est impressionnant, il a une vivacité, on voit bien qu'il va très bien. Il est dans une santé, alors il est en train de repartir, refaire une deuxième couche, c'est assez extraordinaire. Enfin, ça fait peur en même temps. C'est-à-dire que là, on est obligé de faire attention à chaque fois qu'on enlève une partie, parce qu'on a des fois des pierres qui viennent avec. Et bon, il faut observer le mur, quoi. Il faut essayer de le lire assez attentivement. Donc là, on voit bien la racine. Ben, elle bouge, j'en suis sûr que là, si je fais un peu de biche avec mon ciseau, vous voyez, voilà. Et après, cette pierre-là n'est plus tenue. Ça a rongé la pierre qui était derrière. Donc nous, le but de sécuriser, ben, on va rebâtir une pierre pour éviter que le mur se déforme. C'est des moments privilégiés, c'est-à-dire on découvre l'édifice, on voit en fait ce qu'il est réellement, en quoi il est fait, comment sont ces mortiers, est-ce qu'il y en a encore, est-ce qu'il y a un peu de décor, comment ont été taillées cette pierre. On redécouvre des ouvrages qu'on ne connaissait pas. Derrière l'épaisse couche de lierre, l'architecte a remis au jour cette chapelle du XIIIe siècle qui menaçait de s'effondrer. C'est
une chapelle importante, elle est très ancienne. C'est d'ailleurs ce qui a justifié le classement de l'édifice. Ça a commencé, c'est un édifice qui est classé en 1840. On est dans la partie la plus prestigieuse de l'ensemble. Il faut être respectueux, il faut comprendre le maximum de ce que l'édifice raconte. C'est un peu le challenge. Ștefan Manșulescu se dirige maintenant vers un château qui le passionne depuis 18 ans. En chemin, sa route passe par certains villages de Corrèze, où il a réalisé ses plus belles restaurations. C'est le village de Noyac, où se trouve cette curieuse église qui, en fait, c'est la chapelle d'un ancien château dont il reste un tout petit bout. Parce que vous voyez, il y a une tourelle, un fragment de l'ancien château. À quelques kilomètres, l'architecte arrive en vue d'un des sites défensifs les plus originaux de la région, le village de Curmonte. On aperçoit le village et le site des châteaux. Ces deux châteaux qui semblent presque collés. C'est des espaces de grande qualité, c'est des sites qui sont très préservés et ces châteaux, par le fait qu'ils ont été restaurés, conservés, ça magnifie les lieux. L'architecte a terminé la restauration de ces deux forteresses il y a un an. Alors c'est deux ensembles assez uniques parce qu'en fait c'est les résidences de deux familles amies qui ont régné en co-seigneurie, donc dans des bonnes relations, en bonne intelligence. Donc le premier château, celui-ci qui est plus massif, le château des Plats, se caractérise par un gros volume sur 4 niveaux. Et après, c'est le château Saint-Hilaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, les deux co-seigneuries ont fondu dans une même et le château a suivi ce mouvement. Donc le château a été unifié par une partie bâtie au milieu qui a relié les deux volumes. Donc on s'est retrouvé avec un seul bâtiment qui symbolisait aussi l'unité de cette co-seigneurie. Ces deux portes qui donnent aujourd'hui sur le vide sont les derniers témoignages du bâtiment qui reliait les deux tours. À l'intérieur, cet escalier en colimaçon donne accès au sommet. De cet endroit, on comprend très bien la situation stratégique de ces deux châteaux. C'est un point de vue d'exception. On est très haut, on domine de très très loin la vallée et on voit bien de quelle manière le mur d'enceinte, en fait, trace une fortification naturelle. Et au milieu, on voit bien le vide qui aujourd'hui sépare les deux châteaux, mais qui a signifié aussi la mise en commun de cette belle propriété. Au sud de Limoges, cette route traverse le bocage de Haute-Vienne. C'est le terroir d'élevage d'un veau recherché par les grands chefs de la région. Le veau, c'est vraiment la signature gustative du Limousin. C'est la rencontre d'une race et d'une façon de faire. Gilles Dudognon est en route pour une escapade gourmande. Il part à la rencontre des meilleurs producteurs de sa région. C'est indispensable d'être comme ça, au contact avec la nature d'abord et avec les gens qui font ce qu'on met dans nos assiettes. Ce matin, le cuisinier a rendez-vous dans les pâturages avec de jeunes éleveurs. C'est un couple fabuleux. Eux, ils incarnent la passion parfaite dans une seule optique, la qualité. Allez, Mimi, allez! Allez, viens! Allez! Allez, viens, Mimi, viens! Allez! Allez! Tous les matins à 8 h, Laure Claveau et Alexandre Soubaki libèrent les bêtes qui ont passé la nuit à l'étable. Allez, viens, Mimi, là, viens! Viens. C'est super agréable. C'est le moment de la journée où les animaux sont les plus calmes, parce qu'ils se réveillent, ils reprennent leur rythme de la journée. Et c'est là où on voit on peut tous les voir en même temps.
Là, les veaux pour la plupart, ils vont aller téter, on va les voir se lever. Donc oui, et puis c'est super sympa, t'es au milieu de la campagne, t'entends les oiseaux. Donc ouais, c'est un moment qu'on loupe jamais. Il y en a combien là, ici, des veaux là, Il y a 11 veaux aujourd'hui. Il y a 17 mamans. Je suis toujours ému quand je les vois comme ça. La première tâche de la journée consiste à observer attentivement chaque animal pour vérifier que tout le monde se porte bien. Viens Mimi, là ma fille, là. Là mon Mimi. Oh, gros calme. Une vache en bonne santé, elle a un bon poil, luisant, doux, et elle n'a pas un poil rêche. On voit que l'œil est bien luisant et surtout on voit que les oreilles sont bien tenues droites. Une vache qui est malade ou qui n'est pas en bonne santé, elle a les oreilles un peu affaissées. Et là, d'aspect général, oui, on a une vache qui est en forme. Elle est réactive, elle est attentive, elle n'est pas à l'écart du troupeau. Donc on peut dire qu'elle est en bonne santé. Il y a 2 ans, le jeune couple a décidé de reprendre la petite exploitation des parents de Laure, qui ont toujours élevé du veau limousin. C'est mon enfance, c'est le symbole d'une région et c'est un savoir-faire qu'il faut pouvoir garder aussi. Et je suis fière aujourd'hui de continuer à travailler le veau. Avec Alex, on a envie d'être proche de nos bêtes, de pouvoir aller les voir tout seuls, de pouvoir les approcher, les manipuler facilement. Nous, on aime, voilà, on est dans le pré, au milieu des vaches, ça bouge pas, elles n'ont pas peur, elles partent pas en courant. Ah non, mais on n'est pas... C'est magnifique, quoi. C'est à la fois impressionnant et c'est rassurant, je trouve. C'est vraiment unique, hein, cette façon que vous avez d'élever comme ça, avec autant de tendresse et d'amour et de temps passé. Alors lui, c'est le papa, c'est le taureau de ce lot. C'est le papa de nos veaux qu'on produit. Donc pareil, très important que ce genre d'animaux soit calme, tranquille. Ils ont tendance à vouloir protéger leur femelle. Il est en pleine forme, il se porte bien. Ils nous font des beaux produits. C'est voilà, c'est un bon taureau, voilà. Vaque. Viens, Mimi, viens. Minette, allez, viens, Mimi, viens. Cette proximité avec leurs animaux permet à Laure et Alexandre de déplacer facilement leurs troupeaux d'un pré à l'autre en fonction des saisons. On les change de pâture parce qu'il n'y a plus beaucoup d'herbe dans l'autre pré. Allez. Elles ont l'habitude de prendre la route, c'est des chemins qu'on prend tous les ans de la même façon. Elles connaissent le chemin et il faut juste faire attention aux petits veaux parce que eux, comme ils sont nés de l'année, ils connaissent pas forcément le chemin. Donc, mais bon, ça se fait tranquillement. Et alors, comment tu fais là, pour la qualité, là, pour me le choisir exactement? On reconnaît un bon veau à son arrière, donc sa cuisse bien arrondie, sa finesse d'os. Les pattes, il faut qu'elles soient fines pour avoir le plus de viande possible. Au niveau de la queue, sur le haut de la queue, on aperçoit des petites boules de gras, ce qui est synonyme d'un gras dans la viande, qui est très important pour le veau de lait. Quand on a Alex et Laure qui te guident, tu sais que tu as le meilleur veau régional. Et en fait, c'est ce que je viens chercher. Je viens chercher à la fois un conseil, je viens chercher une tradition, je viens chercher une modernité, parce qu'ils sont modernes, ils sont jeunes, ils ont envie. Mais il y a quelque chose qui est éternel pour moi. Dans ces restaurants, Gilles met en valeur toutes les saveurs du Limousin. Il prend maintenant la direction de Brive et traverse de nouveaux paysages. On quitte la Haute-Vienne et puis on commence à arriver en Corrèze. Donc on est toujours vallonné, mais c'est plus souriant, c'est moins austère. De toute manière, en Limousin, dès qu'on se balade, dès qu'on bouge, on est sur des collines. Donc derrière une colline, on a toujours une surprise, hein, on ne sait jamais ce qui se passe.
C'est vrai que c'est une terre qui se prête parfaitement à la balade. Et c'est toujours amusant, on a toujours l'impression de partir vers le sud. On va traverser à la Sac, joli village d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne suis pas passé par là. J'aime bien son pont vert, cette vézère large, ce paradis pour pêcheurs. Je trouve ça très beau. Gilles a rendez-vous dans les vignes, sur les coteaux d'Alassac, avec des vignerons qui se sont lancés un défi. On va aujourd'hui à Seuil-en-Vézère, on va voir une poignée d'hommes qui ont replanté un vignoble qui avait disparu. Ils ont cru à leur histoire, ils ont refait vivre de la vigne ici en Limousin. J'ai une passion viscérale avec le vin. On ne peut pas faire un bon repas sans que ce soit accompagné d'un vin. D'ailleurs, quand on pense à une recette, on pense souvent à l'association qu'on peut avoir avec un vin. Et ça fonctionne évidemment, l'un avec l'autre. Sur ces pentes difficiles d'accès, ce vignoble est unique en Limousin. Il produit un vin qui avait disparu des tables de Corrèze depuis plus d'un siècle. Ce coteau est fait pour la vigne. C'est notre meilleure parcelle de chenin blanc. Parce que la configuration en amphithéâtre fait que nous avons une vigne qui est à la fois extrêmement bien ventilée, les vents viennent tous de l'ouest, extrêmement bien aérée et ceci dit également qui est bien exposée. Le chef cuisinier est venu rencontrer René Maury, le responsable du domaine. Il veille aux travaux dans les vignes en ce début d'été, une saison cruciale pour la bonne croissance du raisin. L'équipe est en train de rogner. Alors rogner, ça consiste à enlever tous ces grands rameaux, tous ces pampres qui protègent le raisin de la grêle, mais qui en même temps ne lui permettent pas de voir le soleil. Ouais, donc là, c'est très simple, hein. On coupe les feuilles au niveau des raisins pour que les raisins puissent voir le soleil. La renaissance de ce vignoble est une affaire de passionnés parce que tout avait disparu au moment du phylloxéra. Tout avait été ravagé. Alors qu'en plein milieu du 19e siècle, sous nos yeux, il y avait 16 000 hectares de vignes. Donc, il y a 20 ans, une dizaine de passionnés ont décidé tout simplement de replanter de la vigne comme le faisaient nos grands-pères, ou plutôt nos arrière-grands-pères, c'est-à-dire sur les collines de schiste. Ce que je trouve, c'est l'infinie beauté de ce lieu. C'est un endroit qui est assez incroyable parce qu'on ne se croit pas vraiment en Limousin. La présence de la vigne amène une curiosité. Cette vigne, ce lieu, faire revivre ça, je trouve que c'est absolument magnifique. Au fil des ans, la petite coopérative de René Maury rachète des terrains pour étendre le domaine. Les coteaux autrefois en friche changent de visage. Nous sommes fiers d'avoir fait revivre ce patrimoine. Nous sommes des embellisseurs de paysages. Nous redonnons à ce bassin de Brive probablement l'image qu'il avait il y a 1 siècle, 2 siècles ou 3 siècles. Nous arrivons donc à la parcelle qu'on appelle la parcelle de la Cabane Bleue, qui est une de nos parcelles de Cabernet Franc sur la commune de Voutzac. Et donc, comme son nom l'indique, la cabane est bleue. Alors pourquoi est-elle bleue? Parce que pendant des décennies, les grands-pères successifs, tous vignerons, ont purgé leur sulfateuse de bouillie bordelaise sur les murs de la cabane et probablement sulfaté la treille qui se trouve sur la cabane. C'est magnifique comme effet. C'est pas bien là? On n'est pas bien. C'est toujours cette même formule hein, en Limousin. On ne dit pas on est bien, c'est on dit on n'est pas bien. Pour la dégustation, Gilles a apporté une terrine maison qui se marie parfaitement avec les vins du domaine. Et on est sur un 2016. Ces viticulteurs produisent des vins biologiques pour lesquels ils viennent d'obtenir une appellation d'origine protégée. L'esprit de notre cave, l'esprit de notre association, c'est de faire un vin de qualité, c'est-à-dire un vin de vigneron.
Voilà, c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous intéresse, de faire un vin de vigneron qui ait les caractéristiques de l'endroit. Hein, on sent déjà au nez la fraîcheur, le côté schisteux. Hein, Je le trouve parfait. Il est très net, très franc. C'est un vrai blanc sec. C'est une preuve d'amour et c'est la preuve que quand on a une volonté comme celle qu'ont eu tous ces gens, je veux dire, qui est passionnée, on arrive à faire un résultat et on a fait à revivre un terroir. Cette terre ardoisière, favorable à la culture de la vigne, a également produit une autre richesse. À 10 km, Gilles a rendez-vous aux anciennes carrières de Travassac. Les ardoises extraites ici couvrent encore aujourd'hui de nombreux monuments historiques français. « 300 ans d'exploitation artisanale ont donné naissance à un paysage extraordinaire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre site connu dans le monde qui ressemble au pan de Travassac. C'est un site qui avait été abandonné à la fin des années 50 et depuis la végétation avait repoussé. Et quand on pénétrait à l'intérieur, on avait l'impression de découvrir un temple au milieu d'une grande forêt. Ça donnait une dimension un peu irréelle et ça donnait véritablement envie d'en faire quelque chose. Depuis 25 ans, Jean-François Buja réhabilite le site et l'ouvre à la visite. J'ai eu à cœur de faire revivre ce site parce que c'est le témoignage du passé des ardoisiers de Travassac et c'est la longue histoire du village et du métier d'ardoisier. Pour exploiter la carrière, les gens sortaient les blocs d'abord avec de l'explosif et ils commençaient à travailler en partant du haut des filons et ensuite ils descendaient comme ça en zigzag et ça pouvait descendre jusqu'à plus de 100 mètres de profondeur. Et on voit encore sur les parois quelques traces de ce travail. Et notamment ici, par exemple, on voit bien le forage qui a été fait en descendant et l'emplacement de l'explosif. Donc les cartouches de poudre étaient ici. Ça a permis de détacher ce bloc-là sans briser la paroi, puisque ça aurait été très dangereux si la paroi avait été abîmée. C'est un côté un peu canyon, un peu désertique. Je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Je trouve ça saisissant. On a l'impression que c'est naturel, on a l'impression que ça a toujours été comme ça. C'est plein de charme. C'est un côté romantique, pas du tout industriel. C'est très beau. Jean-François Buja exerce toujours le métier d'ardoisier. Dans ce décor insolite, il fait découvrir toute la richesse de son artisanat. T'avais jamais vu ça, hein? Non, j'ai jamais vu ça. Mon père était ardoisier, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et depuis 1802, dans ma famille, on travaille à Travassac dans les ardoisières. On travaille toujours aujourd'hui encore avec les mêmes outils, les mêmes positions, les mêmes techniques que les anciens. Je suis stupéfait. Stupéfait par la précision, par la régularité, par le côté artisanal, et c'est parfait. On avait commencé une fois à présenter un peu de fromage, des choses comme ça là-dessus. Mais on peut aller plus loin pour faire une table, bien sûr. Mais on a un endroit où on doit faire un pavage, donc on va essayer d'en discuter parce que je crois qu'on est au bon endroit. Je vais la dessiner un petit peu, et on va faire une carrée, c'est plus facile. D'accord. Pas vous faire mal surtout. Voilà. Après, ça va tout seul. D'accord, on c'est un garde. peu plus dur que tranche de jambon, mais Ok. il faut l'écarter un peu de l'enclume. Voilà. Je suis plus à l'aise avec la côtelette et le gigot, moi. Ah ben oui, mais... Je me concentre, hein, là, ça me... Ah ouais, c'est ça. Ça me crispe aussi. C'est un métier. D'accord. Ça reste de la pierre, il faut taper un peu quand même. Ah ben voilà, réussi celui-là. Alors là, chapeau, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive. D'accord. Là, celle-là, elle est réussie. C'est une pièce unique. Je crois que j'ai mon CAP. J'ai eu mon brevet d'ardoisier. La preuve, quand même, c'est joli. Gilles Dudognon reprend la direction de Limoges et sa campagne environnante.
il retrouve des paysages qui lui sont très familiers. On est au cœur de ma région et on est sur la vallée de la Vienne, juste à côté de l'endroit où j'habite, la Chapelle-Blanche. Et on est sur une route que j'affectionne particulièrement, qui est sinueuse à souhait, qui est charmante et qui amène vers cette belle rivière. J'y allais avec mes enfants quand ils étaient jeunes, on se baignait. Voilà, donc c'est plein de souvenirs, c'est plein de plaisirs partagés. Il y a un peu de nostalgie en même temps d'ailleurs. Avant de retourner à ses fourneaux, Gilles a rendez-vous chez un artisan, héritier d'un grand savoir-faire du Limousin. Un maroquinier à qui il a passé une commande spéciale pour le personnel de ses restaurants. Nous allons à la rencontre de Thibaut Fabre, qui me fait les tabliers donc, pour la table du couvent et qui va m'en fabriquer également pour la chapelle. On va venir les chercher, sélectionner les cuirs, les qualités. On arrive donc à Saint-Junien, on traverse le pont et nous arrivons dans cette magnifique ville, cité gantière, cité donc du traitement du cuir, donc des tanneries qui sont là depuis maintenant plusieurs siècles. Un savoir-faire exceptionnel. Pour nous, Limousin, Saint-Junien rime avec haut de gamme et avec qualité. D'accord. Donc cette couleur-là. Donc sur un choco, comme tu avais demandé, on est sur des cuirs avec une main très grasse. On a quelque chose qui colle vraiment la main et que moi j'aime beaucoup, qui va très bien vieillir dans le temps, qui va prendre en plus une forme, donc tu seras super à l'aise à l'intérieur. Bonne résistance. Super bonne résistance, souple, très souple et très léger. Et parce que quand tu portes ça toute la journée, il y a quand même une notion de légèreté. Et puis surtout, quelque chose qui est important, c'est qu'à l'arrière, ça dégorge pas. La première fois que Gilles a rencontré Thibaut, il a eu un coup de foudre pour son tablier. Je le vois avec ce tablier comme ça et j'ai trouvé une élégance. En plus, je trouve qu'il le porte bien. Donc, je me suis dit, tiens, mais voilà, ça c'est... Et est-ce qu'on peut l'adapter? C'est beau, ça a de la gueule, je veux dire, c'est vraiment... c'est une belle matière, je trouve ça superbe. Nous, aujourd'hui, on a adapté nos cuirs sur des tabliers, effectivement. Ça donne quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, c'est pas du tissu, on peut pas le mettre en machine, il n'y a pas les mêmes applications. En revanche, il y a votre tablier qui va vous raconter quelque chose. Ça va raconter une histoire, ça va patiner dans le temps. Bah, si on prend le mien, bah, il a de la couleur un peu partout, il a vieilli, il a pris la forme. Et ça, c'est quelque chose qui lui confère des qualités extraordinaires. Thibaut Favre Deschalins a repris l'atelier où il avait effectué son premier apprentissage il y a 17 ans. Donc la bordure, on vient vraiment, en fait, elle est prise en sandwich. C'est une finesse. T'as pas l'impression en fait que c'est une pièce rajoutée? Non. Une maison d'excellence qui façonne des accessoires en cuir sur mesure pour les plus grands noms de la couture. Tac, et à la main. Alors, il ne faut pas dépasser, hein, c'est tout l'art et la manière. On vient passer de la teinte comme ça. Ici, presque toutes les opérations se font encore à la main. Dans notre atelier, on essaye réellement d'apporter une attention toute particulière à chaque pièce qu'on fabrique. Que ce soit dans les gestes, sur les machines, dans les petits gestes à la main qui sont très précis que l'on doit faire. Voilà, on essaie de pousser la chose au maximum pour que tout le monde soit satisfait et que nous, on puisse se faire plaisir sur la pièce qu'on effectue et que le client derrière soit waouh. Dans son atelier, qui allie technologie et savoir-faire traditionnel, ce chef d'entreprise continue à façonner lui-même certaines pièces. Ah ben, c'est un réel plaisir de faire ce boulot. C'est mon métier. Je suis maroquinier. J'ai été formé à faire ça. Mon métier, c'est la table. Donc c'est vraiment ce qui me stimule et ce qui m'intéresse. Donc c'est mon moment magique. Voilà. Voilà. C'est l'autre côté. Super. Superbe. Alors ça, c'est impeccable pour la table. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Oui, ça, c'est tout à fait faisable. Regarde, ça fonctionne, donc. La finition, tu vois, ce détail. La bordure, c'est ce qui change tout. Ouais. Peut-être en hauteur. Oui, je vais te le resserrer en hauteur. C'est hyper souple, c'est fin, donc du coup, c'est pas désagréable. Ouais. Hop là, voilà. Là, c'est parfait. Et là, c'est taillé, c'est bon, là. C'est quand même extrêmement élégant. Hein. Ça a de la gueule. Okay. C'est autre chose qu'un tablier en tissu. Ouais. Bon,
C'est quelque chose d'un peu magique, quelque chose d'un peu inespéré. Enfin, on ne s'attend pas demain matin à ce que notre tablier débarque sur une grande table du Limousin. Donc voilà, il n'y a pas d'équivalent pour nous, c'est une première et oui, franchement, c'est génial. Pour son restaurant du centre de Limoges, Gilles a fait le choix de la rôtisserie. Une cuisine très particulière pour un lieu chargé d'histoire. Nous sommes dans un couvent du XIIe siècle. Cuisiner à la cheminée, ça s'impose. En fait, c'est la cohérence du lieu, de la région et aussi de la qualité de ce qu'on y fait, de ce qu'on y sert. Aujourd'hui à la carte, voilà. Côte de veau du Limousin. Donc l'idée, c'est de faire une cuisson en 2 phases et en 2 temps. C'est-à-dire qu'on commence à marquer, ensuite on retire, ensuite on va la cuire au beurre, mais à la cheminée. Quand on va la rouler au beurre, on va lui donner donc un peu de coloration. Là, on va le mettre avec de l'aluminium dessus, ce qui va faire un effet de condensation. On va récupérer un peu de jus d'ailleurs, qu'on pourra très bien mettre dans les girolles. Et ensuite, on va la laisser tirer la viande. En fait, une viande, il ne faut pas la brusquer. Il faut, à un moment, lui donner la cuisson. Et la cuisson doit en fait être par pénétration lente. Souvent, il y a de la brusquerie. Et c'est en fait, c'est pas bien la brusquerie. Il faut vraiment de la délicatesse, y compris à la flamme. Voilà. Les pianos de cuisine, sur lesquels sont préparés les accompagnements, sont installés dans la grande salle du restaurant. C'est pour ça on va commencer à poêler les girolles. Ça marche. Ce sont les premières girolles d'ici. Donc ça vient du plateau, hein. On est toujours un peu en Corrèze. Alors là, c'est pareil, hein. On les violente pas. Quelques échalotes qu'on fait fondre. Et après, on les roule. On les roule tendrement. Et au dernier moment, persil ciselé. Juste pour amener un petit peu de fraîcheur. On respecte le produit, il n'y a pas d'invention. Hein. Mais par contre, on est vraiment au cœur du Limousin. Elle est parfaite pour une cuisson classique. Voilà, on est sur quelque chose qui est tradit. Voilà, une cuisson juteuse. Et juste un petit jus. Juste un petit jus pour terminer. Tout ça pour ça. Ah. Tout ça pour ça. Il n'y a plus grand-chose à dire. Pour moi, là, il y a la quintessence de ce que nous sommes. Vraiment. Et c'est vraiment le produit phare. Et quand on le goûte, quand on l'a en bouche, quand on est en train de finir et de goûter ce veau-là, c'est absolument remarquable. Nous quittons Limoges pour l'un des châteaux les plus célèbres du Limousin. À l'ouest de la Corrèze, ces pâturages sont le berceau d'élevage des meilleurs chevaux de selle français. On est sur on voit bien un relief qui est relativement vallonné, alors mélangé avec des grandes prairies, mais aussi des bois, donc des endroits où les chevaux peuvent se mettre à l'abri. Et puis on est à une hauteur qui est entre 350 mètres et 450 mètres, donc il y a un climat plutôt favorable. Frais, mais pas trop rude. Florence Colette se dirige vers le château de Pompadour pour réaliser l'inventaire du patrimoine équestre de la région. Pompadour est un joyau du patrimoine équestre parce qu'il a traversé les temps, parce qu'on a 450 ans d'architecture équestre qui se décline depuis une écurie du XVIIe jusqu'à des installations très modernes, parce que c'est le siège d'un haras royal, puis impérial, puis aujourd'hui national. Le château de Pompadour est une forteresse bâtie au XVe siècle par l'une des plus puissantes familles de l'époque. C'est Louis XV qui décide d'en faire un haras royal pour élever les chevaux de la cavalerie militaire.
Florence Colette est venue voir cet édifice, une des plus belles écuries anciennes encore conservées en Limousin. Il s'agit là d'un bâtiment assez exceptionnel, dédié au cheval. Le cheval est un animal noble pour lequel on n'hésite pas à faire des constructions qui sont des constructions luxueuses, quasiment à l'égal de l'homme. On le voit ici, avec cette construction. On n'a pas hésité à y faire ces échauquettes qui magnifient effectivement le bâtiment, mais aussi l'animal qui l'abritait. Nous sommes à l'intérieur des écuries, vastes vaisseaux voûtés qui pouvaient accueillir 60 à 80 chevaux, qu'il faut imaginer autrefois attachés tête au mur, les uns à côté des autres, peut-être séparés par un bas-flanc, en tout cas pas avec les boxes qui sont ici une création plus récente. Pourquoi voûter et pourquoi autant d'espace? Parce qu'en fait les chevaux dégagent de la chaleur et de l'humidité, et que donc il faut de l'espace. Et voûter parce que ça permettait de les séparer de l'étage où était stocké le foin, qui ne supportait pas beaucoup cette humidité. En contrebas du jardin, Florence Colette retrouve le directeur du haras devant les écuries de l'Orangerie, bâties au XVIIIe siècle. Sur cette aile-là, il y a les chevaux présidentiels, donc les chevaux présidents, et les fameux, et puis les chevaux anglo-arabes qui sont donc montés par nos cavaliers. C'est quoi ce cheval? Eh ben alors c'est une de nos célébrités. C'est un étalon barbe qui a été offert par le président de la République d'Algérie au président François Hollande. D'accord. Alors ce cheval est absolument un cheval précieux puisqu'il a un modèle qui est remarquable, une génétique très intéressante et puis on a toujours une forme de responsabilité lorsqu'on accueille des cadeaux présidentiels dans les écuries du Haras national de Pompadour. Aujourd'hui, la mission la plus importante du haras de Pompadour est de faire naître et de sélectionner le cheval anglo-arabe. Une race créée ici, sur le domaine de Chignac, à 2 km du château. Alors ce qu'on voit derrière nous, c'est le patrimoine vivant, c'est nos poulinières anglo-arabes et arabes. Ce sont des souches qui existent depuis près de 200 ans ici à Pompadour. Voilà, donc une création spécifiquement française. On appelait même l'anglo-arabe à un moment le pur sang français. Ce qui est plaisant à Pompadour, qui est un lieu de mémoire, un lieu patrimonial, c'est qu'on a aussi ces jeunes poulains qui sont là, vivants. C'est une vraie réussite parce qu'en fait, c'est tout un patrimoine génétique qui est conservé. Alors pour moi qui m'occupe de patrimoine, je trouve ça génial. Ça va être l'heure de la ration du soir. Oui. Bien content d'aller manger. Oui. L'élevage de Pompadour reste aujourd'hui encore une référence. Car le haras produit toujours les meilleurs chevaux pour l'équitation sportive de haut niveau. Alors la maman, voilà. Voilà. Alors là, on a une très jolie pouliche qui est née il y a 10 jours. Donc c'est vraiment un bébé. Elle a un très joli poitrail, cette pouliche-là. Elle a un front qui est large, beaucoup d'élégance, voilà. Des petites oreilles qui sont pointées vers l'avant. Et alors, malgré qu'elle soit toute jeune, elle est quand même tout à fait prête à accepter la présence de l'homme. Ils sont très manipulés, et donc ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout craintifs. Donc les chevaux qu'on élève ici, on a bon espoir qu'ils soient au top niveau des chevaux de la discipline du concours complet, au niveau français, mais même au niveau mondial. Le bon exemple, c'est qu'on a mis à la reproduction 2 mères performeuses elles-mêmes, puisqu'une a été sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Londres. L'après-midi, sur l'hippodrome du château, Florence Colette assiste à l'un de ces concours pour lesquels sont élevés ses chevaux. Donc il se présente vers le numéro 1. Ouais, une bonne allure, bon équilibre. C'est un nouvel obstacle celui-là. Donc là, il va monter jusque sous le château. Et là, on va le voir revenir. Dans la descente un petit peu difficile, il faut qu'il rééquilibre son cheval avant de se diriger, parce qu'en plus, il y a un petit trou. Voilà, très bien franchi, très bien franchi. Il descend maintenant vers le gué. Premier passage de gué, il y en aura 3. Et vraiment dans la descente, avec une entrée facile. Par contre, il y a une combinaison, c'est la première combinaison, 2 obstacles,
1, 2, 3 foulées, très bien franchi. Et il repart comme ça. Un très bon début de parcours. Facile, facile, facile. On a un cadre formidable, qui a une histoire. Et puis aujourd'hui, on a encore cette chance, c'est qu'il y a encore des concours internationaux. C'est assez extraordinaire, quoi. C'est vraiment une chance. On est au cœur du plus bel hippodrome de France, j'ai pas peur de le dire, sous un magnifique château et avec les plus beaux chevaux de France. Pour le rat national de Pompadour, c'est une vraie responsabilité de s'occuper de l'ensemble de son patrimoine, aussi bien le château que l'hippodrome, parce qu'effectivement, c'est un lieu dédié au sport, mais c'est aussi un lieu patrimonial qu'on veut faire perdurer au travers des siècles. Florence Colette poursuit son inventaire sur les routes du Limousin. Elle se rend à quelques kilomètres de Pompadour, dans le château d'un ancien directeur du haras au XVIIIe siècle. Et bien là, on arrive à Caussac-Bonneval, et ce qu'on voit tout en haut, c'est le château de Bonneval, qui est sur son promontoire. Et quand on arrive dans le village, on se dit, mais où est passé le château? Et on se demande vraiment où il est d'ailleurs. Et c'est au détour d'une ruelle. Et voilà le château tout d'un coup qui apparaît. Comme miracle. Donc c'est un château qui a été construit à la fin du XVe, un château qui a l'air très défensif alors que c'est aussi un château de plaisance. Donc sur un plan très ramassé avec 4 grosses tours. Florence Colette monte au sommet de la Tour du Diable, le point culminant du château. On a un très beau point de vue à presque 360 degrés sur la campagne environnante. Alors on domine un village qui vient s'intriquer avec le château, préexistant au château. Et puis après, il a continué à se construire avec ces maisons dont on voit bien, elles viennent se lever dans la structure que fait le château. Mais la véritable particularité de Bonneval se trouve au cœur de l'édifice. La cour intérieure du château, c'est vrai qu'elle est tout à fait surprenante, elle est très inattendue. C'est une cour un peu Renaissance qui a été donc entièrement fermée au 19e, parce qu'avant c'était des chemins de ronde. Mais c'est très surprenant vraiment de trouver une cour intérieure comme ça dans un château féodal. Ce qui est saisissant dans cette composition, c'est la confrontation entre ces colonnes, on peut dire qu'elles sont du tout début de la Renaissance, et puis cette partie de style anglais avec ces briques et ce bois qui a été fait au 19e. Par amour pour ce château, Géraud de Bonneval a changé de vie il y a 20 ans. Je suis né au Brésil et je venais passer mes vacances ici. Je restais rien qu'un mois. Bon, un château pour les enfants, c'est magique, quoi. Après, bon, mon père, quand il est décédé en 97, le château donc m'est revenu. Et là, nous avons décidé avec ma femme de revenir en France pour reprendre le château. Je me sentais obligé et en même temps avec envie de reprendre et de continuer et pour pouvoir le transmettre après à mon fils et j'espère peut-être même plus loin. Je suis le maillon de cette grande chaîne. À l'intérieur, 20 pièces du château ont été décorées par les propriétaires successifs. Ici, nous sommes donc dans ce qui était avant le 19e siècle, un chemin de ronde. Et au 19e siècle, mon ancêtre Hippolyte de Bonneval, qui est resté 56 ans à Bonneval et qui a fait toutes les décorations, a fermé cette galerie, a mis ses vitraux, des vitraux que vous pouvez voir très beaux, colorés. Et en même temps aussi toute une décoration au niveau de la boiserie. Notamment, on peut remarquer cette porte de la Renaissance allemande qui représente le martyre de Saint-Pierre et Saint-Paul. Si on regarde, c'est sculpté vraiment dans la masse. On voit vraiment tous les détails et tout des personnages. On pense que ça devait être des portes d'église et probablement dans cette partie-là, il devait y avoir des vitraux. Ces magnifiques boiseries Renaissance ont été achetées aux enchères par l'aïeul du propriétaire et adaptées dans différentes pièces du château. Tout au bout de la galerie, cette porte ouvre sur une véritable curiosité.
Bon, ici, nous sommes dans la salle qu'on appelle le salon de Diane, Diane de Poitiers, tout simplement à cause de cette magnifique cheminée que vous voyez là, qui a été encore montée par Hippolyte. Donc ici, nous avons le linteau du lit de Diane de Poitiers, et puis toutes ces autres pièces qu'on voit ici, comme celle-ci par exemple, qui est vraiment un travail somptueux de sculpture, des détails très très fins. Et tout ça, donc, Hippolyte a imaginé de les mettre ensemble. Et il s'est tellement emballé qu'il a fait une cheminée qui était même plus grande que la pièce. Si vous voyez tout en haut, il a fallu même percer pour pouvoir mettre la cheminée. Won't you be my buttercup, buttercup, my buttercup? Won't you be my buttercup and I'll be yours? Les routes du Limousin font partie du quotidien d'Olivia Garnier. Il y a 10 ans, elle a créé une des premières épiceries bio itinérantes de France. Je suis réveillée depuis pas très longtemps, je pars de bonne heure. C'est aussi souvent le lever du soleil. Les bruits sont sourds, c'est plutôt agréable. J'aime plutôt ce moment de solitude. Évidemment, on s'extasie parce que c'est très vallonné, c'est très verdoyant et que la nature est très belle, assez exubérante. Et il y a un côté assez sauvage. Tous les jours, Olivia sillonne le plateau de Mille Vaches. Elle a décidé de vendre des produits qu'on trouve rarement sur les marchés des villages isolés de la Creuse. J'ai une fibre écologique, donc vendre des produits bio, ça a apporté tout son sens. Mais je crois quand même que c'est un prétexte. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est le lien social. J'aimais bien cette idée d'aller au-devant des gens. Puis après, tant qu'à faire, autant vendre des choses qu'on aime. Voilà. Olivia arrive à Bourganeuf, le plus important marché du secteur. Won't you be my buttercup and I'll be yours? Historiquement, il y a un marché qui est très ancien, qui est là depuis très longtemps. Il y a une ambiance qui est plutôt agréable. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est très familial, un lieu de rendez-vous. Alors là, le passage est difficile. Il ne faut pas se louper. Ça passe tout juste. Hein. J'ai 10 cm de chaque côté, donc il faut y aller tranquille. Voilà, donc là, c'est ma place. Je suis là tout le temps. Voilà, j'ai ma place attitrée. Il est 8 h du matin. Olivia s'installe au plus vite, car les premiers clients sont déjà là. Bonjour, ça va bien? Tu veux? Une tomate. Oui. Alors serre-toi, puis je suis à toi. Je fais... Tiens, il y en a des comme ça aussi, si tu veux. Ah, oui. Mais elles sont énormes. Merci. Et voilà. Allez. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Salut. Dehors, Olivia tient un étal de marché classique. Mais à l'intérieur, elle a aménagé un vrai magasin bio. Moi, j'ai vraiment essayé de réfléchir à recréer un lieu en soi, une espèce de mini-boutique ambulante. Donc c'était essentiel pour moi que les gens puissent monter dans le camion et puissent se servir comme dans n'importe quel magasin, dans n'importe quelle petite boutique. Elle a vraiment beaucoup de produits et c'est du vrai nature qui vient de chez le producteur. Sinon, elle a d'excellentes conserves. J'aime bien tous ces produits qui sont faciles à prendre. Ces confitures, elles sont bien, son miel. Elle a tous les sels, tous les savons. Non, il y a tout. Elle apporte dans les plus petits villages des produits qu'on ne trouve pas facilement dans le coin. Ça évite d'avoir à faire 70 km pour aller jusqu'à Limoges, trouver les mêmes produits. J'ai rendez-vous avec vous. Comment vas-tu? Bien. Alors pour moi, un marché réussi, je dirais que c'est la rencontre, c'est le retrouvail avec les gens, parce que c'est quand même des gens qui viennent, c'est des réguliers, c'est des gens qui sont là toutes les semaines, ils sont au rendez-vous. Donc voilà, c'est le plaisir de retrouver chaque personne, puisque c'est pas forcément les gens que je vois à Bourganeuf, je les vois pas ailleurs.
Voilà, c'est vraiment le rendez-vous de la semaine. Tenez, servez-vous. Allez-y. Elles sont devant. Voilà, elles sont là. Ah oui, d'habitude, elles sont au niveau des artichauts. Ça a changé de place. Le marché est installé à l'ombre du prieuré du XVIe siècle. C'est le rendez-vous hebdomadaire d'une quarantaine de commerçants qui se connaissent tous. Bonjour Audrey. Salut Olivia, ça va? Ouais. Il me ferait du jambon? Oui. J'aime bien cet endroit parce qu'il y a beaucoup de petits producteurs. Voilà, ils ne sont pas tous en bio, mais en tout cas, il y a une qualité de produit qui est, je trouve, assez exceptionnelle. On achète chacun chez les uns, chez les autres. C'est très, très convivial. Et merci bien. Merci monsieur. Et bonne journée. Après le marché, Olivia repart sur les routes de campagne. Mais cette fois, elle va à la rencontre de ses agriculteurs favoris. C'est chez eux qu'elle tente de dénicher la plupart de ses produits. Je me fournis chez des petits producteurs qui me paraissent importants, souvent par la qualité de leurs produits et aussi par l'éthique. C'est des produits que je consomme. C'est plutôt le produit qui m'amène aux producteurs, plus que l'inverse. Et c'est comme ça qu'Olivia a connu les vergers bio de Michel Deslandes. Nous sommes en juin. Sur les arbres, les petites pommes sont en pleine croissance et la saison s'annonce bonne. C'est mieux par rapport à l'année dernière parce que l'an dernier, on a eu du gel, donc j'avais la moitié du verger qui avait gelé. Mais là, du coup, c'est quand même beaucoup plus chargé. Il y a beaucoup de fruits. Ouais. Il y a, tu vois, quand tu arrives sur des grappes où il y a beaucoup de pommes. C'est pour la plupart des variétés anciennes locales qui sont adaptées à la région, donc résistantes aux maladies, elles sont acclimatées. Voilà, là par exemple, un arbre qui est vraiment typique du Limousin, d'ailleurs il s'appelle la belle limousine, c'est la variété. Un arbre, ce qu'on appelle un arbre de plein vent, c'est-à-dire qu'on lui laisse un tronc d'1,50 m à 1,80 m et il fait ses branches après. C'est pas du bastige comme sur les vergers intensifs. Là, il est encore jeune, hein, il a une vingtaine d'années, mais dans 50 ans, il sera au maximum de sa production. Ça vit donc une centaine d'années. On arrive à avoir des arbres qui produisent sur une année 1,5 tonne par pied. C'est phénoménal, voire plus, c'est spectaculaire. Avec ses pommes, Michel fait du cidre et des jus de fruits qu'il vend toute l'année en direct à la ferme. Olivia, du coup, on est d'accord, c'était, tu m'as dit 3 cartons de jus de pomme et 4 cartons de vinaigre. D'accord. Ouais, tout à fait. Michel, il a une façon de travailler qui est très intéressante. Voilà, et puis humainement, c'est quelqu'un qui est très chouette, que j'apprécie. Voilà, donc c'est aussi un plaisir de vendre ces bouteilles de jus de pomme. Abricots, vous en voulez combien? On va mettre 6-8 pour prendre du poids que ça va. Le lendemain, nous retrouvons Olivia sur le plus petit marché de sa tournée, à Faux-la-Montagne. Une boîte? Dans ce village isolé, elle fait aussi une livraison très spéciale. Je vais livrer la cantine. Peut-être tu dis aux clients, s'il y a des clients qui arrivent, que je reviens. À tout à l'heure. C'est une petite école, donc il y a la chance d'avoir des produits de qualité, plus principalement des produits bio. Voilà, c'est quand même assez chouette d'avoir une petite cantine comme ça. Salut Corinne. Salut Olivia. Voilà. Ok. Alors betterave, pois chiche. D'accord, très bien. Voilà. Ça a été les dernières fois? Pas mal, ouais. Les bananes, c'est bien de mettre des petites, pas trop grosses. Ouais. Parce que bon, on n'en donne que la moitié et après, petite fillage. Ce midi, avec les betteraves d'Olivia, c'est menu oriental. Des pois chiches, un jus de citron, un coup de mixeur et le houmous est prêt. C'est aussi pour les enfants, pour éviter de toujours faire la même chose, essayer de leur faire goûter autre chose que les traditionnelles crudités. Puis leur faire manger des betteraves, c'est pas toujours facile. Donc là, voilà, on innove, on va voir. Allez, vous rentrez, vous prenez vos serviettes. Sabine, allez, vas-y. Ah,
C'est quoi le rose? Goûte. Je te dirai après. Tu aimes? Ça, c'est la première fois qu'on en mange à la cantine. C'est plutôt Bah, ça a été mitigé. Les petits de maternelle on en mangé pas mal. Chez les grands aussi. Et il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout. Voilà, bon, c'est une première, mais je pense que je recommencerai d'ici la rentrée. Là, on est vraiment au plein cœur du plateau de Mille Vaches. C'est un endroit qui est relativement agréable. En tout cas, on y passe du temps l'été parce que c'est un peu un lieu de baignade. Voilà, c'est plutôt convivial, c'est très familial. C'est une région qui est pas forcément évidente, qui va pas de soi. Il y a une pluviométrie importante. Après, il y a beaucoup de compensations. Il y a une nature qui est très verdoyante, très exubérante, moi que j'aime particulièrement. Voilà, et puis je trouve que globalement, le Limousin est une terre d'accueil. Et puis ce que j'aime aussi, c'est qu'on est peu nombreux. Et ça, c'est un peu le luxe. Alors cet après-midi, on va chez Catherine. C'est une petite productrice de plantes médicinales. Voilà, qui a des tisanes, je trouve, assez exceptionnelles. Ça y est, t'es dans la cueillette des roses? Bah ça y est, ça fait 15 jours là que j'ai démarré. Ouais. Ça a été un peu difficile à cause de la pluie. Et puis là, je crois que maintenant, ça y est, le beau temps arrive et s'installe. Elle pique pas trop, mais... Non, ça pique pas. Hein, parfois, fais attention par contre, parce que quand elles sont cachées, il peut y avoir des bourdons. Ouais. C'est un petit peu l'aboutissement du travail depuis le printemps et même depuis plusieurs années, puisque le jardin il est un petit peu différent tous les ans. J'essaie toujours de mettre de nouvelles espèces. Et puis c'est oui, c'est un moment de calme, quoi. Un moment où je suis tranquille. Catherine Jobin a démarré comme pépiniériste. Elle s'est lancée dans l'étude de l'herboristerie médicinale pour étendre son activité. Au départ, il y a l'amour des fleurs, du monde végétal. Mais très vite, je me suis intéressée aux propriétés des plantes. Après, ce qui est sympa, c'est la diversité. Dans la saison, on avance dans la saison, les roses vont être finies, il y a autre chose qui prend le relais. Ces petites pensées, elles sont très gaies. Puis elles sentent bon, une fois séchées, ça fait des jolies tisanes. Elles sont aussi intéressantes pour leurs vertus. C'est une plante qui soigne tous les petits problèmes de peau. C'est très reposant, très apaisant. On est dans un endroit quand même très paisible. Je dispose les roses sur une claie pour le séchage. C'est bien de le faire tout de suite après la cueillette, que les roses ne s'abîment pas, ne se froissent pas. Elles vont sécher en une dizaine de jours à peu près. Là, en dessous, il y a des roses qui ont déjà 2 jours de séchage. On voit que la taille a déjà bien diminué. Elles ont bien réduit. Et le séchage se fait bien. Elles sont un peu plus foncées. Bon, on va faire un test, une nouvelle tisane. J'aime bien de temps en temps inventer un nouveau mélange. C'est le mélange au coin du feu, donc voilà, on se met près du feu si on en a un. On déguste la tisane, ça requinque un petit peu. Ouais, ça a du goût. Ça va nous donner chaud. Je trouve que les tisanes de Catherine, elles sont... Ben voilà, il y a de l'éclat. Et je trouve que le goût est assez subtil. Il y a quelque chose de très élégant dans les parfums que ça dégage. En bordure du plateau de Mille Vaches, le paysage se transforme en une succession de petites montagnes qui annoncent le Massif central. On l'appelle le massif des Monédières, un ensemble d'une 50aine de puits dont le sommet culmine à plus de 900 mètres d'altitude.
un site naturel très préservé dont le classement est aujourd'hui à l'étude. C'est aussi le paradis des amateurs de parapente. 1, 2 et 3. Voilà, la voile se gonfle. Elle arrive au-dessus de la tête, tu restes debout. Ouais. Tu restes debout et là, il va falloir accélérer. Des grands pas. On va peut-être retoucher. Toi, 2-3 pas. Ah, c'est fabuleux. Fabuleux. Ah ouais, tout à fait. Ah ouais. C'est fantastique. Voir le paysage de cette façon-là. C'est sympa, hein? Ah ouais. William Armenaud est inspecteur des sites pour le ministère de l'Environnement. Il connaît bien ce massif, mais il le découvre du ciel pour la première fois. À notre droite, les monts d'Auvergne et monts d'Auvergne granitiques, bien entendu. Et nous, on est sur les monédières. On voit bien toutes ces boursouflures, ces dômes qui ponctuent le paysage, ces dômes très rapprochés les uns des autres. Les puits ont cette forme douce, arrondie, à pente relativement sévère malgré tout, comme on peut le voir en face de nous. Puits, en fait, est un terme générique. Si nous allons plus vers les monts d'Auvergne, bien entendu, nous allons avoir des volcans. Ici, ce n'est pas le cas. Ces mouvements très très doux sont la conséquence du travail du sous-sol il y a des millions d'années. Excusez-moi, je suis un peu... Il y a de l'émotion dans ma voix, tellement c'est extraordinaire. On est béni des dieux. Alors comme tu peux voir, aujourd'hui on a vraiment des conditions extraordinaires, parsemées de petits cumulus. Frédéric Varret, le pilote, dirige ici une école de parapente qui attire les amateurs de tout l'ouest de la France. Savoyard d'origine, il a été conquis par le charme de ces paysages. En face de nous, ouais. Là, on voit le lac de Vian. Ouais. Si je tourne un peu sur la gauche, donc on est face à Trégnac. Et comme j'ai l'habitude de dire à mes passagers, on n'a plus vraiment de montagne avant l'océan. On est donc à 1700 mètres d'altitude, donc 800 mètres au-dessus du puits de la Monédière. Bon, pour moi, c'est la bonne altitude, c'est pas la peine d'aller plus haut. Je suis subjugué par le paysage que l'on voit. Je pense que dans une réflexion de classement d'un site, la protection du patrimoine et des paysages est réellement nécessaire. Et puis toi, ce qui est vraiment agréable quand on vole ici, c'est ce côté vraiment très nature, très boisé, quasiment pas construit. Ouais, oui. Il n'y a pas de ligne de tension, c'est vraiment très beau. C'est lumineux, on se croirait au Canada quasiment. Ouais. Les deux hommes approchent maintenant d'un puits qui est l'emblème des Monédières. Ici, on a le Sucomet, qu'on voit vraiment très bien, avec l'étang de Ganzande, qu'on voit pas normalement quand on est au sol. Il faut vraiment être en l'air pour le voir, parce qu'il est entouré de très hauts douglas. Ce territoire est un patchwork de forêts de résineux, mais aussi, et heureusement, de forêts de feuillus. Les parties qui sont non boisées sont occupées par la prairie. Ce paysage est sillonné par un grand nombre de petites vallées. Dans ce massif de moyenne montagne, les hommes ont su profiter des qualités naturelles du site. La conjugaison de ces trois puits a créé un cirque naturel. C'est ça. Qu'on appelle le cirque de Freslin, dans lequel un petit village est implanté. Et, protégé du vent du Nord. Protégé du vent du Nord, comme beaucoup d'habitations et les hameaux locaux. Nos anciens savaient habiter le bon endroit. Un temps menacé par l'exode rural,
les monédières ont retrouvé un dynamisme grâce à une nouvelle génération de paysans. Là, ce que je te propose, on va aller survoler un petit peu la ferme des monédières. Tu la vois juste là? Oui, tout à fait, ouais. Voilà. En face de nous, la ferme qui est tenue par un jeune couple qui ont développé une agriculture de façon à travailler la lande dans cette ferme un peu isolée. Sur ces terres de moyenne altitude, l'élevage de moutons a toujours été l'activité la plus adaptée. Cédric de Guillaume élève ici 250 brebis de race limousine. Là, je viens de rassembler le troupeau. En fait, je me prépare à les sortir de cette pelouse. Cédric a repris l'exploitation créée par ses parents il y a 40 ans. Il est l'héritier d'un savoir-faire qui a permis aux agriculteurs de tirer le meilleur parti de ce milieu naturel. Les pelouses, c'est des prairies, mais c'est des prairies qui poussent sur des sols fins, un peu maigres. Donc c'est des prairies assez spécifiques, avec des herbacées assez fines, et qu'il faut manger avec attention. Il ne faut pas venir y manger de manière répétitive, ce qui permet en fait à la diversité végétale qu'il y a dans cette prairie de se pérenniser. Je suis né ici, donc la relation avec ces milieux-là, quand on est ici, elle est forcément très forte. Mais par ailleurs, j'ai fait des études de géographie et de paysage. Cette sensibilité-là, je l'ai travaillée dans mon enfance, je l'ai travaillée tout au long de mes études, et je la travaille aussi aujourd'hui, en fait, au quotidien, dans ce rapport à l'élevage et voilà, à la beauté. Cédric a mené ses brebis quelques centaines de mètres plus bas. Dans ce vallon, elles vont trouver un autre type de nourriture. Une des spécificités des monédières, c'est l'emboîtement entre plusieurs milieux. Donc on vient de quitter les pelouses sèches et les moutons viennent d'arriver dans une zone humide. Il y a de l'eau en permanence. C'est-à-dire qu'on a les puits, comme ça, dans lesquels il y a les landes sèches. Ensuite, dans les interstices, c'est l'endroit où l'eau va s'accumuler et on peut trouver des grands replats où il y a les pelouses. Et puis là, il y a 3 lignes d'eau, comme ça, qui descendent, dont la principale est là-bas, qui forme une petite rivière. Et puis l'eau a tendance à s'accumuler et un petit peu à stagner, ou en tout cas à ralentir dans ces zones, qui sont les zones humides, voilà, qui gardent de la fraîcheur pendant tout l'été, même toute l'année. Là, on voit des fougères, on se dit qu'il n'y a rien à manger. Si on ouvre un petit peu les fougères, si on regarde dedans, eh ben on voit qu'il y a de l'herbe. Alors, elle est fine, elle n'est pas très épaisse, il n'y en a pas énormément, mais par contre, elle est parfaitement verte, parfaitement feuillue et très intéressante pour les brebis. Il est certain qu'utiliser ces milieux-là, ce n'est pas des évidences. Il y a un travail de réflexion à faire. Et c'est un travail qu'on a mené avec beaucoup d'agriculteurs sur le plateau de Millevaches et dans la montagne limousine, qui nous a permis de redonner une valeur à ces milieux-là, une valeur importante pour nos élevages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des fermes qui s'installent, des jeunes qui s'installent, et ils cherchent à avoir de la zone humide, ils cherchent à avoir de la lande, parce que ça leur permet de faire fonctionner leur élevage et d'avoir à manger toute l'année. Nous sommes en plein cœur de l'été. Cédric exploite une autre richesse qui pousse naturellement au sommet des puits, la myrtille sauvage. Là, on démarre la récolte, donc on est fin juillet. Donc là, les myrtilles sont mûres, sont prêtes à être récoltées. Donc là, on a commencé depuis 3-4 jours et puis on va continuer ça pendant une quinzaine de jours. C'est des vrais gestes agricoles. Voilà, c'est le moment, la cueillette, c'est le moment clé de la production. Donc c'est toujours agréable, ouais, de retrouver ce geste-là, voilà, le geste paysan, le geste productif. Donc il faut que le coup de peigne, ça soit juste un peigne, une caresse. Il ne faut pas piocher, il ne faut pas arracher, il ne faut pas tirer trop sur la plante. Cette année, c'est plutôt une bonne année parce qu'on a une très belle floraison. C'est-à-dire que le risque au printemps, c'est la gelée ou l'excès de pluie. Là, ça s'est bien passé, donc il y a quand même beaucoup de fruits. Au cours de ces dernières décennies, la myrtille sauvage a eu tendance à disparaître des monédières. Alors, pour favoriser le développement de la plante sur ces terres, Cédric de Guillaume aide un peu la nature. Il taille les petits arbres qui poussent sur ces pentes, les sorbiers.
On va gérer la densité de sorbier, on va en enlever certains, on va en laisser d'autres, pour pas non plus qu'ils serrent trop les plaques de myrtille. Et ça apporte de l'ombre. Et dès qu'on est à l'ombre, et ben effectivement, le pied... Alors souvent, il y a un petit peu plus de fruits, et surtout, le fruit est plus gros et se conserve plus longtemps, même les étés secs. Parce qu'en fait, la myrtille, ici, on la voit dans les landes, mais à la base, c'est une espèce de sous-bois. Plus petite que la myrtille de culture, la myrtille sauvage se prête aussi beaucoup mieux à la cuisson et aux préparations culinaires. Non. Elle est quand même... Ouais, là, elle est assez pulpeuse, assez sucrée. Et après, le meilleur, c'est quand on la met sur une tarte. Vous mettez la table et je vous suis avec les chaises. La récolte a été bonne. Cédric peut ouvrir son jardin au public et servir sa spécialité pour la première fois de l'année. On la recule un petit peu. Quand il fait beau, on peut servir un jus de myrtille ou un sorbet. Et maintenant que la récolte a commencé, on peut servir la tarte aux myrtilles. Je te laisse couper le beurre. Ça marche. Voilà, on va le mettre à chauffer. Alors les ingrédients, c'est très simple. C'est une farine biologique de blé de très bonne qualité. Un petit peu d'eau, un petit peu de sucre, un petit peu de sel. Et puis surtout, voilà, un geste, un plaisir. C'est ma mère qui a créé en fait cette forme de tarte aux myrtilles dans les années 80. Avant, on pétrissait ça à la main, mais c'est vrai que ça nous arrive de faire 12 à 16 kilos de pâtes certains dimanches. Donc c'est vrai que le pétrin a un petit peu raccourci la matinée et voilà, simplifié le travail. Les fonds de tarte sont préparés et cuits quelques heures avant l'arrivée des premiers clients. Car le secret de Cédric, c'est la préparation à la minute. Et là vient maintenant le temps de l'assemblage. Les myrtilles ont été cueillies. Sur la pâte, on met un fond, un nappage, en quelque sorte une confiture. Et par-dessus, on va installer les myrtilles que j'ai légèrement pochées tout à l'heure. Et après, on n'a plus qu'à amener ça sur la table avec un couteau, une pelle à tarte et laisser les gens en profiter. C'est pas une pâtisserie en soi, c'est pas une tarte élaborée avec des montages, avec de la crème, etc. C'est une carte de producteur. Et son fondement même, c'est qu'au moment où on fait la pâte à tarte, d'autres personnes ramassent des myrtilles dans la lande. Et l'après-midi, c'est l'assemblage des deux. Et c'est une tarte fruitière, donc avec une certaine quantité de fruits. Les goûters à la ferme des Monédières sont devenus une institution. J'en ai parlé toute la journée depuis ce matin en disant il faut qu'on passe aux Monédières pour remanger une tarte. Il n'y a pas de superflu et ici on s'attend à manger quelque chose de simple et d'extraordinaire et voilà, c'est ce qu'elle est. Moi je la trouve géniale. Elle était très belle et très très bonne. C'est un petit goût craquant et sucré. Parce que moi j'ai eu plein de petites moustaches de myrtille. Le lendemain, nous retrouvons William Armenot. L'inspecteur des sites débute une tournée des villages classés de Corrèze. On quitte les Monédières, on va passer d'une altitude de 900 mètres à 600 mètres d'une façon douce et régulière. Donc on a une succession de plateaux, de vallons qui se, comment vais-je dire, on a l'impression qu'ils progressent comme ceci vers l'est. C'est ce qui fait le charme et surtout la richesse patrimoniale et paysagère du département. William Armenot longe cette rivière, la Corrèze. Elle prend sa source sur le plateau de Millevaches et traverse tout le département. Elle a également donné son nom à un bourg médiéval qui a gardé tout son caractère. Le bourg ancien de Corrèze est une cité close, formalisée par ses remparts et par des très étroites portes qui permettent d'accéder au centre du village, en tout cas dans cette cité close. C'était les nobles qui venaient au centre du bourg se protéger et se mettre à l'appui de l'église.
50 km plus au sud, William Armenaud arrive en vue de l'un des villages les plus prestigieux de la région. Nous arrivons sur le site, à mon goût, qui est le site le plus fantastique du Limousin. Nous sommes sur le site classé de la butte de Turenne et de ses environs. Ce château imposant qui occupe tout le sommet de cette butte, il est extraordinaire parce qu'il était à l'image de la force, de la puissance qu'avait la vicomté de Turenne. Depuis cette place forte, les vicomtes de Turenne ont régné pendant 900 ans sur un vaste territoire, à cheval sur les départements de la Corrèze et du Lot. Véritable État dans l'État jusqu'au XVIIIe siècle, la vicomté battait sa monnaie et levait ses propres impôts. Nous avons, du haut de cette tour César, une vue extraordinaire, remarquable, sur l'ensemble du paysage à 360 degrés autour de nous. La force de ce château est réellement ressentie à cet endroit, puisque le panorama s'étale jusqu'au mont du Cantal, que l'on peut apercevoir en ligne d'horizon, c'est-à-dire à quelques 100 km. Le Causse qui vient border le château et le village qui s'égrène tout le long de la pente à partir du pied de la falaise. Ce site est classé au titre du paysage afin de conserver ce qui fait la richesse et la qualité des abords du château de Turenne. William reprend son chemin. 6 km plus à l'est, protégé par ses collines, apparaît le bourg médiéval de Collonges-la-Rouge. Une cité qui doit sa notoriété à sa couleur, réapparue il y a seulement une cinquantaine d'années. Donc nous descendons la rue principale de Collonges-la-Rouge, qui d'ailleurs n'est pas toujours appelée Collonges-la-Rouge, on la découvre aujourd'hui, parce que la maison était à l'époque recouverte de crépi. Donc ces crépis, avec le temps, est tombé, le crépi n'a pas été remis en place, et apparaît aujourd'hui ces constructions de grès rouge. C'est vraiment un village représentatif de la force d'une époque, avec ses petites ruelles, ses angles, ses recoins, etc. Il y a une beauté tout à fait naturelle de par la construction et de par, bien entendu, l'homogénéité de l'utilisation du grès qui fait que cette ville est tout à fait remarquable. Le village possède une trentaine d'édifices classés ou inscrits aux monuments historiques et quelques curiosités. Nous nous trouvons devant la maison de la Sirène, maison Renaissance, XVIe siècle, avec une particularité sur cette façade, ce sont les deux petites sculptures représentant d'un côté une sirène et de l'autre côté un homme chevelu chevauchant un dauphin. Ce sont des sculptures un peu moralisatrices parce que la sirène attirait les hommes et l'homme chevelu sur son dauphin allait les récupérer. Dominées par l'Église, les maisons nobles du XVIe siècle racontent le temps où Collonges-la-Rouge prospérait grâce au commerce du grain et du vin. William Armenaud a maintenant rendez-vous au manoir de Vassignac, dont les travaux de rénovation viennent de débuter. Le château de Vassignac est un château représentatif en termes d'architecture. Il est équipé des choguettes, de poivrières, équipé d'une tour de guet, à partir desquelles on voyait très très loin le paysage et on voyait arriver l'ennemi. Les nouveaux propriétaires vont bientôt commencer la restauration d'une des façades à l'arrière du manoir. Alors toutes les essuries vont être changées, l'ensemble. Elles sont très abîmées par le temps. Donc elles seront refaites donc, à l'identique.
C'est très passionnant de restaurer ce château. On voit les choses avancer rapidement et la beauté d'un tel monument. Parfois, je fais rentrer des personnes et je leur fais visiter aussi, bien sûr, à l'extérieur et même des fois à l'intérieur. Je prends leurs conseils et leur avis aussi. C'est très intéressant et passionnant. Ce château démontre la richesse de Collonges-la-Rouge, de par sa stature, son ampleur, sa qualité architecturale. C'est vraiment un château de très bonne facture. Nous quittons Collonges-la-Rouge pour revenir dans les environs de Limoges. C'est ici qu'au XIXe siècle, les grandes fortunes de la porcelaine se sont fait construire des demeures prestigieuses. Le domaine du Reynou témoigne de l'incroyable réussite d'une famille américaine. En 1861, Charles-Édouard Haviland prend la succession de son père, un négociant américain qui avait créé un atelier de fabrication à Limoges. Il modernise la fabrication, relance la création et inonde le marché américain. À la fin du XIXe siècle, la société emploie 2500 ouvriers et joue un rôle économique majeur dans la région. C'est à cette époque que Charles-Édouard Haviland hérite d'une maison de famille du côté de Limoges. Il la transforme entièrement et lui donne un style très singulier. Le château du Reynou, c'est vraiment une œuvre absolument étonnante. C'est quasi unique en France. Charles-Édouard Haviland part en fait en 1880 du domaine qui existait et de la maison qui existait, qui était au centre. Et au fur et à mesure qu'il va modifier cette maison, il va lui apporter en fait des ailes extrêmement différentes les unes des autres. La cage d'escalier, pour bien la marquer de manière assez importante, c'est l'utilisation d'un style anglo-normand que l'on peut voir ici. Et ensuite, cette aile vénitienne qui est la dernière construite suite à un séjour en Italie à la fin du XIXe siècle. Devant l'entrée, la véranda indique le goût du porcelainier américain pour l'architecture métallique moderne, que l'on retrouve aussi à l'arrière de l'édifice. La terrasse du château du Reynou est un élément surprenant. Elle a un volume extraordinaire. Elle prend quasiment plus de la moitié de la façade qui donne sur le jardin. C'est le signe qu'effectivement, c'était important pour eux d'avoir une vue sur le parc. Cette terrasse est une invitation à profiter du paysage. Alors ici, sur la terrasse du Reynou, on est vraiment dans la grande tradition du parc limousin de la fin du XIXe siècle, avec la perspective ici d'une allée couverte de tilleuls qui permettait, juste en sortant de la demeure, de se retrouver très facilement sous une promenade à l'ombre. En contrebas de la terrasse, Jean-Marc Ferrer arrive dans un jardin poétique. Un paysage qui semble avoir été façonné par la nature et le temps. Mais ce décor de rivière romantique et des temps champêtres a été créé de toutes pièces. Nous arrivons maintenant sur le belvédère qui domine la première pièce d'eau. Et cette colline, elle a été fabriquée de toutes pièces en un arc de cercle qui a coupé la colline derrière nous, qui est une colline boisée. Et tous les éléments que l'on voit autour sont des éléments fabriqués avec cette nouvelle technique du ciment armé. Tous les décors du parc ont été réalisés grâce à cette technique. Grottes de pierre artificielles, petits ponts de bois factices et collines de faux rochers. Le garde-corps qu'on a ici, qui est en forme de branche couchée, a été réalisé par un rocailleur limousin, Gabriel Lecardeur, qui était creusois, qui va devenir très célèbre parce que c'est le premier à avoir restauré le grand belvédère des Buttes-Chaumont à Paris.
Dans l'histoire des parcs et jardins en Limousin, c'est certainement la dernière trace d'un parc romantique, d'un parc pittoresque aussi. C'est un parc qui garde maintenant un caractère absolument exceptionnel, un vrai écrin de verdure, un havre de paix. Voilà, c'est ce qui me touche particulièrement. « 50 km plus au sud, Jean-Marc Ferrer arrive au domaine du Chédal, un parc également aménagé au XIXe siècle. Il a rendez-vous avec Cyril Delage, un designer qui a réalisé un belvédère inspiré des décors romantiques de l'époque. C'est du bois de châtaignier, d'une ancienne châtaigneraie dévastée par la tempête de 99. Les châtaigniers d'un certain âge ont des branches assez tortueuses. Après, le savoir-faire, c'est simplement assembler ces bois, que ça paraisse naturel, que ce soit fluide, et qu'on voit également qu'il y ait un côté sauvage, limite improvisé. Généralement, les promontoires comme ceux-ci permettaient de ponctuer des points de vue. Celui-ci rend hommage à ce sublime thuya qui a été planté, certainement les premiers en France, puisque c'est une variété qui est introduite vers 1853. Le belvédère, grâce à cette passerelle, nous permet de rentrer en fait à l'intérieur de cet arbre. Alors au bout se trouve cette cabane de châtaignier, également en plein cœur de ce magnifique thuya. En fait, la cabane permet ici aux propriétaires de s'isoler, de venir y lire et d'être dans un contact absolument formidable avec la nature. Le parc du Chédal est bâti autour d'une propriété du XVIIe siècle de style campagnard. Sur la façade de cette ancienne grange, Cyril Delage termine un autre décor. C'est vraiment bien. Merci. Bravo, bravo Cyril. Cette façade qui n'a pas grand intérêt, je voulais lui donner du peps. Et j'imaginais donc une avancée, et finalement j'ai abandonné l'idée. Et Cyril m'a proposé de mettre ces barreaux, et je n'y avais pas pensé, et je trouve que c'est une idée sensationnelle. Et ça marche. À l'intérieur, le savoir-faire du menuisier a aussi donné un style à cette pièce, que le propriétaire veut transformer en salon d'hiver. J'ai eu cette idée un jour de faire ces treillages que l'on imaginait énormément à l'extérieur des jardins, dans beaucoup de jardins que j'ai vus en Angleterre ou ailleurs. Et je me suis dit, mais ça, je vais le faire à l'intérieur. J'ai fait appel à Cyril et ensemble, on a construit, on a rhabillé la pièce, en fait. On lui a donné un costume pour lui donner un sens qu'elle n'avait pas. Et là, maintenant, ça marche. Ça marche parce que cette couleur du châtaignier donne une présence à la pièce avec cet arrière-fond de pierre. Et cet aspect qui était un peu assez rébarbatif a pris de l'élégance. Dans ses créations, Cyril Delage perpétue le savoir-faire des feuillardiers du Limousin. Ces menuisiers utilisent les jeunes pousses de l'arbre fruitier le plus répandu dans la région. Le feuillard, c'est une golette de châtaignier, c'est-à-dire un jeune rejet de 3 à 4 ans, qui est fendu en deux. Traditionnellement, on faisait les cercles de barriques avec les feuillards. Ça pouvait servir également à faire les casiers à homards, tout ce qui était rond et qui, à l'époque, était plus facile à faire en bois qu'en métal. Avec ce bois flexible et résistant, Cyril réalise aussi du mobilier. Ce que j'aime, c'est la diversité des formes. On peut le travailler donc cintré, à l'étuve, avec l'écorce sans, en latte, ou travailler droit, en motif géométrique. C'est très très large. On peut faire des meubles, du petit meuble, du grand meuble, on peut faire du décor. C'est vaste en fait. Dans le nord du Limousin,
cette rivière a créé un paysage devenu célèbre au XIXe siècle. La vallée de la Creuse, autour des ruines de la forteresse de Crozant, a fasciné les peintres impressionnistes. À partir de 1860, ils plantent ici leurs chevalets pour saisir toute la splendeur de ces décors. L'un des plus grands d'entre eux, Claude Monet, a peint ici une série de 21 tableaux. Aujourd'hui, Jean-Marc Ferrer guide un photographe sur les traces des artistes qui ont été subjugués par ce site. Lorsqu'on venait dans cette vallée, c'était le Grand Canyon. Il y avait d'un seul coup une sauvagerie, et la première à l'avoir signalée, c'est George Sand. Elle arrive ici en 1827, elle découvre le site et elle est absolument fascinée. C'est la nature, le pittoresque, c'est-à-dire ce qui est digne d'être peint. Et là, les artistes vont commencer à arriver derrière elle. Sky so high and wide, coming out the other side, shining on my eyeline. This could be the high tide. Dès la Belle Époque, c'est vraiment une villégiature. Ce qui fait que beaucoup de membres de la bourgeoisie et de la haute bourgeoisie se sont fait construire, comme ici, des cottages, hein, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire vraiment des villas de plein air en face du paysage. On vient aussi s'encanailler avec des fêtes absolument incroyables. It's a shame that we can't stay right here on this road with trees so high. Yann Monel est photographe paysagiste. Ses travaux sont publiés par la presse spécialisée et régulièrement exposés. J'effectue un travail photographique sur le paysage de Creuse. C'est la première fois que j'ai l'opportunité de le découvrir en bateau. Ce qui est curieux, c'est qu'on est presque dans un paysage exotique. Moi, ça me fait penser à l'Amazone, dans la mesure où la forêt tombe dans l'eau directement. À l'approche de Crozant, le bateau arrive au pied des falaises les plus spectaculaires de la vallée. Le rocher de la Fileuse, le plus grand motif des impressionnistes, le plus grand motif de la plupart des peintres dès les années 1850. Le rocher de la Fileuse, il avait un intérêt, c'est que c'était des anfractuosités très fortes qui se mêlaient avec des bruyères, des fougères. Donc, quel que soit le moment de l'année, ici, on est sur un granit ferrugineux qui donne un côté violet, violacé brunâtre et qui changeait totalement à la lumière. Ouais, c'est beau là en face, hein. Les arbres qui se courbent. Les deux hommes ont quitté leur embarcation pour marcher sur les pas d'un des fondateurs de l'impressionnisme. Il y a de l'émotion. C'est un chemin qui a été emprunté certainement des dizaines de fois par Claude Monet. Qu'est-ce qu'il venait y capter? Comme aujourd'hui, certainement ces luminosités, ces sous-bois, ces bords de rivière, ces bruits aussi, parce que l'impressionnisme, c'est la peinture, mais c'est en même temps les atmosphères absolument changeantes que procure en fait la vallée. Au bout de ce chemin se trouve le fameux paysage dont Claude Monet a tiré une série de toiles. Des œuvres aujourd'hui dispersées dans les plus grands musées du monde. C'est mon échelle indispensable aux images de paysage. Et là, dans cette vue de Claude Monet, je retrouve l'idée de son promontoire. Et surtout, je capte beaucoup plus de reflets sur l'eau.
C'est un paysage qui reste puissant, c'est ça, c'est la puissance du paysage que je retiens à cette heure-ci. Dans son contraste, dans ses éléments. Oh là là, tu parles. Splendide, incroyable. La journée s'achève au-dessus du rocher de la Fileuse. C'est unique, c'est simple. Ce promontoire naturel offre la plus belle vue sur Crozant au soleil couchant. La lumière est forte et ça c'est superbe parce que je vais jouer avec ça. Elle éclabousse le paysage. Le ciel est très très bleu, ça se reflète dans la rivière. Il n'y a pas de vent, tout est calme. C'est un paysage fort. On est au cœur des 40 kilomètres qui sont devenus des vallées des peintres. C'est dans ce petit village, juste au-dessus de la forteresse, que tous ces peintres, artistes, photographes sont venus. Nous, contemporains de ce paysage, on continue à l'apprécier. C'est très précieux en Limousin.